Donc, d'avoir à payer des redevances pour les utilisateurs payeurs. Principe de prévention dans la protection de l'eau et de réparation en cas de dommages à l'eau. Le dernier principe de transparence et de participation est formulé en termes de droits pour les titulaires, mais en termes de devoirs pour l'État gardien. Avec cette loi, l'État trouve sa gestion de l'eau à être encadrée davantage par la loi. Ainsi, la loi introduit de nouveaux principes de gestion de l'action étatique. Notamment, on peut reprendre les 16 principes de la loi sur le développement durable qui va s'imposer à l'État, la transparence et la participation, les principes de gestion intégrée et concertée dans les unités hydrographiques et de protection des ressources, et enfin le principe interdisant les transferts hors bassin du fleuve Saint-Laurent et hors Québec. On retrouve dans ces principes, certains principes, ce sont des régimes. Le principe de protection des ressources, c'était tout un régime juridique sur les prélèvements de l'eau qui est élaboré à cet article. Donc, on retrouve dans le contenu de ces principes directeurs de la gestion du patrimoine commun, on retrouve les 3 mesures recommandées par les experts du climat, à savoir la prise en compte du changement du climat, la gestion intégrée et le principe de précaution. Par exemple, le principe de protection des ressources en eau, qui va être introduit dans la loi sur la qualité de l'environnement aux articles 31.76 et 31.77, qui sont malheureusement non en vigueur à l'heure actuelle. Donc, par exemple, le principe de protection des ressources en eau commande, suivant les termes de la loi, une gestion durable, équitable et efficace des ressources en eau. Et cela signifie, suivant les termes de la loi, cela signifie de prendre en compte le principe de précaution et les effets du changement climatique. De même, la loi érige en principe directeur la gestion intégrée et concertée par unité hydrographique. La loi ainsi donne une assise législative à l'expérience de gestion intégrée par bassin versant qui avait cours au Québec depuis la politique nationale de l'eau dans 33 bassins versants prioritaires. Aujourd'hui, on retrouve 40 unités hydrographiques. Enfin, à notre avis, le nouveau patrimoine commun des Québécois renforce également les droits de la personne à l'eau et à l'environnement, qui sont accordés par d'autres lois. J'en ai mis plusieurs ici à l'écran. On aurait pu rajouter les droits publics issus de l'époque de la Nouvelle-France, qui sont toujours en vigueur. Mais les plus connus des droits fondamentaux des personnes à l'environnement et à l'eau sont ici. Le droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui existent depuis 1978. Le droit constitutionnel des peuples autochtones sur les terres et les ressources, qui est garanti par la Constitution depuis 1982. Les droits d'usage de l'eau, donc l'eau chose commune, qui est un droit que nous avons depuis l'époque de la Nouvelle-France. Droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité, droit fondamental qui a été introduit avec la loi sur le développement durable en 2006. Droit à l'eau potable, droit tout neuf, introduit avec la nouvelle loi sur l'eau en 2009. Et le droit d'accès à l'eau n'est pas un droit encore reconnu, mais la loi précise que les autorités du MDDEP vont entreprendre des démarches en vue de reconnaître le droit d'accès à l'eau que nous n'avons pas au Québec. Alors, à notre avis, ces droits représentent certainement des jalons très importants
pour l'État gardien dans sa gestion. C'est-à-dire qu'il doit en tenir compte dans sa gestion du patrimoine, car ces droits expriment les intérêts fondamentaux des titulaires du patrimoine, des bénéficiaires du patrimoine, et ces droits peuvent être exercés judiciairement lorsque la gestion de l'État gardien ne permettrait pas de satisfaire à ces droits fondamentaux. Il donnerait donc ouverture à des recours en justice. En conclusion, nous pouvons conclure que les réformes récentes ont modifié le droit fragmenté de l'eau en unifiant sa gestion sous l'objectif commun du développement durable et des principes de gestion communs à l'ensemble de l'administration publique québécoise. À notre avis, ces réformes ont rendu le droit de l'eau au Québec plus robuste en termes juridiques, mais aussi en termes de prise en compte du changement du climat et des incertitudes associées aux ressources en eau. Les choix retenus quant au concept de patrimoine commun des intérêts de la nation et d'État gardien sont fort intéressants, car ils offrent des possibilités de renforcer la mise en œuvre du développement durable au Québec et également de renforcer les droits fondamentaux des particuliers sur les ressources en eau. Bien que les tribunaux n'aient pas eu à interpréter ou à appliquer cette nouvelle loi jusqu'à maintenant, nous sommes confiants qu'ils lui donneront toute la portée nécessaire à ces nouveaux concepts juridiques, comme ils l'ont fait avec la loi sur le développement durable et d'autres principes de protection environnementale dans le passé. Bien évidemment, le gouvernement n'a pas chômé en matière de réglementation environnementale dans les dernières années, très grosse production notamment de règlements. Toutefois, la réforme législative du droit de l'eau demeure très lente. En effet, la loi sur l'eau a mis plusieurs années avant d'être adoptée en 2009. Et malgré cela, une grande partie de ces dispositions n'est toujours pas entrée en vigueur aujourd'hui. On sait que le ministère souhaite édicter encore certaines normes réglementaires avant de mettre en vigueur l'ensemble des dispositions de cette loi. À l'évidence, le droit de l'eau est un peu à la traîne et il tarde à être mis en vigueur. Et vraisemblablement, il pourrait être pertinent dans cette réforme de renforcer les mesures d'adaptation au changement du climat, qui ne représentent pas encore un message ayant une portée a priori très élevée dans la gestion du patrimoine commun. Alors que l'on sait que le phénomène accentue les vulnérabilités des communautés, des entreprises, des agriculteurs, etc. Et on sait également que si nous ne sommes pas prêts en termes d'adaptation, la facture sera beaucoup plus salée et la situation beaucoup plus complexe à résorber. Je vous remercie de votre attention et je serai très heureuse de répondre à vos questions. On a une instrumentalisation de ce que vous présentez comme notre patrimoine commun. Et en fait, je suis bien d'accord qu'il soit un patrimoine commun, mais des gens nous rentrent dedans, dans le patrimoine commun, pour l'instrumentaliser à leur fin. Que devient leur responsabilité du point de vue de la transparence, du principe de précaution, des différents principes que vous avez énoncés dans une de vos présentations, exactement. Là. Prévention, réparation, utilisateur-payeur, etc. Je ne pourrais pas vous répondre dans le détail des exigences qui sont faites en matière de prélèvement des embouteilleurs. Je n'ai pas revu la réglementation suffisamment récemment pour vous répondre sur les prescriptions qui sont faites aux embouteilleurs. Par ailleurs, compte tenu de cette démarche où le Québec tente d'avoir une vision plus globale, d'assurer une gestion plus globale des ressources en eau, il faut vraiment avoir un portrait de ce qui se prélève. Ça, c'est tout à fait évident.
Et un des règlements qui a été adopté, je crois que c'est peut-être le premier règlement qui a été adopté et mis en vigueur, c'est le règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau. Alors là, on demande à tous les gens qui prélèvent plus qu'une certaine quantité de faire des déclarations. Si vous allez sur le site du ministère, il y a des documents qu'on peut prélever sur le site pour faire ces déclarations des prélèvements en eau. Évidemment, on va tirer des informations assez intéressantes de ces données-là qui vont être disponibles par le nouveau bureau sur les ressources en eau, par exemple. Donc, oui, il faut qu'on documente. Déjà dans la politique nationale de l'eau, on soulignait le fait que c'était un des enjeux majeurs, le fait de développer la connaissance sur les ressources en eau. Le fait d'avoir un principe sur la capacité de support des écosystèmes, c'est une chose, mais on n'a pas toujours les données pour être capable de l'appliquer. Ça prend donc le développement des connaissances. Ensuite, vraiment, l'exemple des gaz de schiste, c'est un bon exemple parce que qu'est-ce qui est arrivé lorsque on a vu qu'il y avait des forages qui se faisaient dans la vallée du Saint-Laurent où 70 % de la population tire son eau potable. Et on a soulevé tout de suite l'application de cette loi. On a soulevé malheureusement l'application d'une disposition qui n'est pas en vigueur pour demander à l'État de retirer les permis qui avaient été émis. Donc, il y a une disposition dans cette loi que lorsqu'elle va être en vigueur, cette disposition, l'État va pouvoir, lorsqu'il y a un risque pour la ressource en eau, notamment pour la protection de droits supérieurs, parce que ici, je ne suis pas entrée dans le détail de ce régime, mais dans le régime des prélèvements en eau, il est précisé une hiérarchie d'usage des ressources en eau, où la satisfaction des besoins fondamentaux des humains prime sur les autres usages qui doivent ensuite être conciliés. Mais il y a vraiment une primauté donnée à l'eau potable et à l'eau pour les usages domestiques. Donc, on voit le potentiel de cette législation-là. Évidemment, si le ministère de l'Environnement ne bouge pas, si les ministère des Ressources naturelles, ils font un petit peu d'amnésie, ils ne se souviennent pas des obligations qu'ils ont en vertu de cette loi, ce qui est intéressant, c'est que le citoyen ou l'association va conserver des options intéressantes parce qu'on vient de préciser c'est quoi les obligations de l'État. Ça va être beaucoup plus facile pour les citoyens de démontrer le non-respect de certaines obligations qui sont vraiment supérieures à ce qu'on avait avant. On ne référait pas au développement durable et à de hiérarchie des usages, etc. Donc, la loi va donner aux citoyens plus de moyens pour s'assurer que la gestion du patrimoine commun est faite d'une manière à ce qu'on puisse en assurer la transmission à la génération suivante. Ça va peut-être prendre une génération ou deux avant qu'on voit vraiment complètement la portée de ces changements, de ces réformes. Mais je crois que ça va dans le sens d'être maître chez nous, de son eau. Mais si je vous comprends bien, dans cette histoire des gaz de schiste, tant que les articles correspondants ne sont pas publiés dans la Gazette officielle, ne sont pas en vigueur, on ne peut rien faire. C'est à peu près ce que vous dites. Mais étant donné que les personnes morales, que les compagnies sont des personnes morales, étant donné que les personnes morales ne sont pas titulaires du patrimoine, contrairement à vous, à moi et à tout le monde, est-ce que nous pourrions, à titre individuel, poursuivre ces gens-là qui utilisent du patrimoine qui est à nous, sans que les articles en question soient publiés? C'est ça, cet article que j'évoquais tout à l'heure, qui n'est pas en vigueur, cet article donne le pouvoir au ministre de l'Environnement, Développement et Parcs de révoquer un permis pour des raisons de protection de l'eau. Mais là, il n'a pas ce pouvoir à l'heure actuelle. On demandait au ministre qu'il fasse un moratoire, qu'il rappelle des autorisations pour les gaz de schiste. Ça, il n'a pas le pouvoir. Mais oui, si une personne, par exemple, voit ses droits fondamentaux, une personne voit son eau potable être contaminée, elle pourrait, à ce moment-là, prendre un recours contre le ministère, si elle considère qu'on lui a octroyé indûment les autorisations et que les autorisations sont nulles, mais elle pourrait également avoir un recours pour les dommages causés